retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler de lecture en anglais. Donc ça fait déjà plusieurs années que je lis occasionnellement en anglais et mon tout premier livre c'était Little Women qui est juste par là-haut. Et donc je l'ai lu en 2020. En fait je me suis lancée dans cette lecture parce que j'avais vu le film avec Timothée Chalamet. Et pour moi, c'était un argument, il fallait à partir de là que je lise le livre. En plus, j'étais en fin de Cagne, j'allais rentrer en troisième année de LLCER anglais, donc en licence d'anglais. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de lire un livre en anglais, parce que j'en avais jamais lu. J'allais rentrer dans un cursus dans lequel j'allais devoir lire des livres en anglais, donc c'était le moment. Donc j'ai lu ce roman et avec du recul, je pense qu'il faudrait que je le relise. Parce que comme c'était ma première lecture en anglais, j'ai forcément dû passer à côté de plein de trucs. En fait, j'ai compris le gros de l'histoire, probablement aussi parce que j'avais vu le film, mais j'ai voulu aller trop vite. En fait, comme j'étais déjà une grande lectrice, et en plus avec le compte Instagram, et puis c'était le confinement, donc je lisais beaucoup, je lisais vite. Euh, et là, le fait de lire en anglais, je lisais pas vite, et ça me frustrait énormément. Et donc pour tout vous avouer, les derniers chapitres, je les ai à moitié survolés en prenant les grandes lignes et en me disant que j'avais juste envie de terminer le livre. Ce qui ne veut pas dire que l'avis que j'avais, enfin la chronique que j'avais fait à l'époque n'est pas valable, hein. Évidemment, je maintiens ce que j'avais dit à l'époque, c'est un livre qui est génial, plein de tendresse, plein d'humour aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de le relire. En fait, soyons honnêtes, je pense que je m'étais attaquée à un livre trop dur pour une première lecture en VO. C'est un livre qui date, avec un anglais forcément qui date aussi. C'était trop compliqué pour moi et en plus c'était quand même une sacrée brique, je crois qu'il fait environ 600 pages donc bon, c'est long quoi. Ensuite il y a eu La Servante écarlate de Margaret Atwood que j'ai adoré et là tout de suite c'était beaucoup plus facile parce que c'était moderne. Il y a eu Rebecca de Daphné du Maurier qui était plus moderne aussi et beaucoup plus abordable. Il y a eu Wicked de Gregory Maguire que je n'ai pas du tout aimé. Si vous étiez à l'époque déjà sur mon compte Instagram, vous aviez vu ma chronique qui était désastreuse. Mais bon, je l'avais lu en entier. Puis il y avait eu Darker Shade of Magic de V. Schwab que j'avais beaucoup aimé et qui en fait m'a amené à commencer à lire de la fantasy. Et c'est là qu'est arrivé Le Prieuré de l'Oranger, donc en anglais The Priory of the Orange Tree. Ce livre, je l'ai acheté en premier lieu parce que je l'ai trouvé chez Gibert, neuf, en anglais, à 12 €. Certes broché, mais 12 €. Donc, quand j'ai vu qu'en français, le brochet, le paperback, était entre... il était à combien? Il était entre 20 et 25 €. Et je me suis dit, bah non, mais là, je gagne quasiment 10 €, donc je vais le prendre en anglais. J'ai mis beaucoup de temps à lire parce que... Enfin, beaucoup de temps avant de me décider à le commencer, tout simplement parce que c'était un gros morceau et je savais que ça allait être compliqué, donc il fallait que je me motive. Je me suis motivée et je l'ai lu. J'ai mis 1 mois et demi à terminer ce livre. 1 mois et demi. Mais à la fin, j'ai rarement été aussi fière de terminer un livre de toute ma vie de lectrice. Je venais de me farcir plus de 800 pages de high fantasy en anglais et j'avais compris une grosse partie de l'histoire quand même. Encore une fois, je pense qu'il faudrait que je le relise parce que je pense que j'ai pas tout retenu. Non seulement parce que c'était en anglais, mais même en français, c'est un livre qui est très épais, qui est très dense, avec un univers hyper complexe, il se passe plein de trucs. Donc je pense que de toute façon, il faudrait que je le relise. À partir de là, en fait, j'ai réalisé que mettre du temps à lire un livre en anglais, ben, c'était normal. Je venais de terminer un livre en 1 mois et demi, ce qui d'habitude ne m'arrivait jamais. Et j'ai réalisé que donc, puisque je lisais dans une langue étrangère, dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle, et ben forcément ça allait mettre plus de temps. C'était normal et je devais pas m'en inquiéter. Et du coup ça m'a remotivée à essayer de plus lire en anglais et à essayer justement d'approfondir aussi ma connaissance de la langue par là. Donc j'ai commencé à vraiment lire en anglais et aujourd'hui je lis entre 5 et 10 titres en anglais par an. Donc en fait je vais élargir la VO
enfin l'anglais à la VO en général, c'est juste que moi la VO c'est l'anglais parce que c'est la seule langue autre que le français que je parle. Évidemment quand la VO c'est du français, enfin je le précise pas, évidemment à ce moment-là je lis en VO aussi, hein, et je précise aussi que je ne lis pas de livres d'une autre langue que l'anglais, traduit en anglais. Je ne les lis pas en anglais parce que ça ne sert pas à grand chose, à ce moment-là je lis directement en français, quitte à lire une traduction, autant lire une traduction en français. Mais petite précision tout ça. Bref, par an, je lis donc entre 5 et 10 livres en anglais. Sur entre 50 et 60, c'est pas tant que ça, mais ça en fait un petit peu et je trouve que c'est pas dégueu. Donc pourquoi lire en VO, me direz-vous? Je me suis aussi posé la question, parce que il y a déjà tellement de livres en français, pourquoi est-ce que je m'embêterais à lire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle? Et bien je me suis creusé la tête et figurez-vous que j'ai trouvé plusieurs arguments, pas un, pas deux, pas trois, je vérifie mes notes, 5 arguments, tout à fait. Donc premier argument, j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec le prieuré d'Oranger, des raisons de budget. Tout simplement parce qu'en français, très souvent, on a soit le poche, soit le grand format. Quand le livre vient de sortir, bien souvent, il sort en grand format et ensuite il faut attendre 1 an, voire 2 ans pour qu'il sorte en poche. Et il ne sort pas toujours en poche, notamment pour tout ce qui va être roman jeunesse, ado, jeune adulte. En anglais, c'est beaucoup plus facile. Tu as soit le paperback, soit le hardback. Et les deux sortent en même temps. C'est formidable. Donc, pour un livre qui est un paperback, c'est un format semi-poche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, quand je parle de format semi-poche, je parle de ces formats-là. Contrairement au format poche français. Vous voyez, il est plus haut déjà. Et ensuite, il est aussi plus large. Hop. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un semi-poche. Évidemment, en français, on en a aussi quelques-uns, hein. Il y a certains éditeurs qui se mettent à des formats un petit peu plus intermédiaires comme ça. Mais si on veut acheter un livre pas cher, eh ben, il faut l'acheter en poche. Or, donc en anglais, c'est que des semi-poches. Et ça coûte environ entre 10 et 15 euros pour un livre qui est pratiquement aussi haut qu'un grand format français, un petit peu moins évidemment, mais pratiquement. Pour un livre qui peut avoir un jaspage, qui peut avoir des dorures, qui peut avoir plein de choses. Et finalement, eh ben moi j'aime bien. Parce que en plus, alors certes quand vous avez une étagère pleine de poches, c'est ravissant, mais quand vous prenez des grands formats, ils ont tous des formats différents parce que tous les grands formats ne sont pas de la même hauteur. Encore une fois, démonstration. Donc là j'ai pris 2 grands formats. J'ai pris un de chez PKJ et un autre de chez Rajo. Donc c'est bien un grand format de chez Rajo, c'est pas les poches. Déjà on peut voir que celui de chez Rajo est plus petit, enfin il est moins haut. Et par contre, alors vous le verrez peut-être pas très bien parce que c'est blanc, il est un peu plus large. Donc si vous voulez faire une belle étagère avec des livres comme ça, et ben des fois c'est compliqué. Il faut les mettre soit par maison d'édition, soit comme moi vous en fichez, vous faites quand même un arc-en-ciel, mais la ligne est anarchique. Alors qu'avec des livres en anglais, comme ils sont globalement tous de la même taille, vous pouvez faire une magnifique étagère qui sera hyper uniforme. Et ce, pour moins cher que des grands formats français. Donc ensuite, une autre raison, c'est pour avoir l'essence de l'écriture d'origine. Bon, c'est évidemment l'argument le plus utilisé. J'avoue que je suis assez d'accord. Effectivement, c'est chouette de lire l'œuvre originale avec les mots qui ont été choisis par l'auteurice. Surtout dans les cas où à cotard, les traductrices, sans doute guidées par les maisons d'édition, se permettent de très grosses libertés avec le texte original, coupe des passages, change des noms, coupe beaucoup de passages, et voilà. Mais je pense quand même, sauf dans ces cas-là, globalement on peut quand même faire confiance aux traductrices pour rendre au mieux dans notre langue l'atmosphère et le style d'origine. Donc c'est un argument, oui, mais ce n'est pas non plus l'argument
le plus... Voilà, c'est tout pour moi. Troisième argument, progresser en anglais. Ça pour moi c'est l'argument imparable. Rien de tel qu'un livre pour s'entraîner dans une langue. Alors évidemment, vous n'aurez pas un meilleur accent en lisant en anglais. Voilà, j'adore ouvrir les portes ouvertes, enfoncer les portes ouvertes. Mais pour ce qui est de la compréhension de la langue, bah, c'est vraiment génial. Alors après, il y a plusieurs écoles. D'un côté, il y a celles qui vont lire avec un dictionnaire à côté d'eux et regarder tous les mots qu'ils ne connaissent pas, voire même tenir des lexiques. Il y en a qui font ça aussi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui s'en foutent, qui lisent et qui se disent que tant qu'ils comprennent le sens global, c'est ok. Moi, je fais partie de la deuxième école parce que j'ai trop la flemme de regarder tous les mots que je connais pas. Donc, sauf si vraiment il y a un mot qui revient tout le temps et qui a l'air important, je regarde pas. Mais des fois, du coup, je regarde quand c'est un mot qui revient. Par exemple, je sais que le mot daffodils veut dire jonquille. Voilà. Ne me remerciez pas pour cette information. Si un jour vous faites de l'horticulture en anglais, vous pourrez... vous saurez ce que c'est qu'une jonquille en anglais. Quatrième argument, pour la cohérence des formats, j'en ai parlé plus tôt avec le budget. Ils sont tous au même format, du coup c'est vraiment très stylé dans une bibliothèque. C'est un argument hyper superficiel hein, et je m'en fiche totalement. Mais en plus, autre chose qui peut avoir aussi son importance quand on est superficiel comme moi, c'est que en anglais les reliés, les hardback, sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus popularisés, beaucoup plus là, tout le temps, souvent, que les paperbacks, et surtout que en France. En France, ça n'est que très récemment qu'on s'est mis à refaire du relié, notamment pour tout ce qui va être young adult, ado, fantasy, etc. Ça a commencé avec quelques maisons d'édition, ça a pris une ampleur pas possible avec De Saxus, qui a eu un énorme succès pour ça, et depuis, beaucoup de maisons d'édition se sont mis à faire ça. Bragelonne avec Celle qui devint le soleil, par exemple. Ou alors, bientôt, il va y avoir Rajo, peut-être que quand... Non, c'est bon. Rajo avec 6 couronnes écarlates qui sort dans un super format relié, je crois même qu'il y a un jaspage et tout, enfin magnifique. Mais donc ça c'est très récemment que c'est arrivé en France et que ça a repris de l'ampleur en France. Avant c'était surtout aux États-Unis et dans l'univers anglophone qu'on pouvait trouver des reliés et encore maintenant la plupart des livres dans le domaine anglophone sortent en relié et en broché en même temps. Alors qu'en France, même si ça s'est démocratisé de ressortir des reliés, déjà c'est des éditions collector, bien souvent. Ensuite, c'est pas pour tous les livres, et c'est pas pour tous les genres non plus. Vous ne trouverez pas, par exemple, je sais pas moi, en littérature générale par exemple, il y a très peu de reliés. En poésie, il n'y en a pas non plus. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais donc c'est vrai qu'on a des formats, on a des trucs qui sont disponibles en anglais et pas en français. Et c'est vrai que quand on a la possibilité de lire en anglais, moi j'avoue maintenant, je regarde la couverture en anglais, je regarde la couverture en français, et je prends celle qui me plaît le plus. Voilà, encore une fois, je suis superficielle et j'assume jusqu'au bout. Et puis ensuite, dernière raison, et pas des moindres, pouvoir lire des livres qui ne sont pas encore sortis ou qui ne sortiront jamais en français. Je suis pas sûre de devoir développer cet argument. Je pense qu'il se suffit à lui-même, que j'ai pas besoin de l'expliquer. Donc je vous laisse avec. Voilà. Merci moi. Et voilà, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de vous lancer dans la lecture en VO, je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre. La semaine prochaine, je sortirai une deuxième vidéo sur le thème la lecture en VO et notamment en anglais, vidéo dans laquelle je vous conseillerai quelques titres à vous procurer et à lire si vous souhaitez débuter dans la lecture en anglais. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et surtout de belles lectures.